Moukouna, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre et mandataire de l'UDPS Mm, Tshisekedi dans la Fédération des Mbujima et nous sommes au Kassa Oriental. mm. Quelle lecture vous faites de l'avenir de votre parti, UDPS Tshisekedi, après le pouvoir de l'UDPS qui se trouve entre les mains de Félix Antoine Tshisekedi, au regard de tout ce que nous vivons comme conflit de leadership au sommet et même au niveau de la base? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je tiens à vous dire que l'UDP, c'est Tshisekedi, mon parti. Avant, euh, d'abord, un n'a pas de crise à l'interne. C'est ce que peut-être les gens disent de part et d'autre, mais je vous dis que différemment du impère ou du PPRD euh, qui nous ont précédés, avec qui on était sur le terrain politique. Parce que exister, ça ne veut pas être seulement au pouvoir, mais être dans l'opposition et booster les choses de telle sorte que ça puisse avancer. Euh, c'est une existence que d'aucun ne peut ignorer. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'après euh, euh, le pouvoir dont vous dites, disons le pouvoir d'Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, comme homme, comme personne, avec un mandat qui peut être limitatif, cela peut avoir lieu. Mais je vous dis que Antoine Félix, comme une personne qui a une mission, nous sommes encore très loin de l'après. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? L'UDPS est différent du MPR, où on obligeait tout le monde que même à la naissance, on devait appartenir au MPR, tel que Mobutu l'avait fait. Le PPRD, c'est un groupuscule de conglomérat des aventuriers, comme Laurent Désiré Kabila l'avait appelé, qui n'avait pas pignon sur rue, qui a tout acheté, et qui a menti les Congolais et qui les a amenés en dehors de ce qui devait être. Mais UDP, c'est ce qui dit, les gens ont adhéré volontairement. Et c'est un parti de masse qui part de la base. Nonobstant les quelques problèmes qu'on peut avoir à l'interne, je dis, je vois l'avenir de l'UDP Tshisekedi en rose. Au niveau national, l'UDPS paraît divisé. Tantôt c'est Deo Bizibou qui est secrétaire général, tantôt c'est Augustin Kabouya qui est secrétaire général. Est-ce que l'histoire ne peut pas se répéter dans la mesure où, selon l'histoire, après plus de 30 ans de feu le maréchal Mobutu au pouvoir, son parti, le MPR, a disparu. Après 18 ans de Joseph Kabila au pouvoir, son parti, le PPRD, aujourd'hui presque disparu. Est-ce que ça ne serait pas le cas avec l'UDPS au cas où Félix Tshisekedi quittait le pouvoir? Parce que, au regard de ce conflit interne au parti. Je dis, je ne voudrais pas me contredire parce que dans le prologue presque que j'ai donné, je me dis qu'il n'y a pas de conflit à l'UDPS. Et aujourd'hui, selon les textes et la vision que nous avons, euh, le parti IDPS, ce qui dit fonctionne. Il a eu une permanence au niveau national. Et vous voyez ce qui avait fait la fronde en train les uns et les autres revenir. Vous n'avez jamais vu des gens quitter la permanence pour aller de l'autre côté pour dire qu'il y avait conflit. Non, il y a des gens qui, poussés par ou trompés par une certaine opinion ou soudoyés par d'autres personnes qui veulent parler de deux camps. Et personnellement, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de camp à l'UDPS. Il y a l'autorité de référence qui a été consacrée comme telle, même depuis le faux congrès qui était organisé par les Belchika et autres autorités de référence, parce que Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, parce que tel que c'est prévu dans nos statuts, il n'était pas prévu que quand le chef du parti, le président du parti deviendrait chef de l'État,
qui pouvait le remplacer. Mais le congrès de Ngandayala a consacré que le secrétaire général devait jouer ce rôle du président intérimaire. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire du bruit en dessous, vous parlez du CDP, alors, mais ils ne savent même pas comment est-ce que ce CDP-là devait être la convention démocratique nationale, telle que ça devait être formé. Ils vous disent des choses qui ne tiennent pas debout. Mais, selon les statuts et règlements intérieurs de l'UDPS, l'organe suprême, c'est le Congrès. Et le Congrès a été tenu, un mini-congrès qui peut être spécial ou ordinaire, a été tenu à consacrer qu'il y ait un président haï et un secrétaire général. Les autres, je vous dis, ils prennent, c'est la, comme on dit, la vivacité en politique ou tout ça, ils finiront par revenir. Parce que au jour d'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Wamounoumba, notre patriarche, n'a pas déboursé un seul franc pour faire adhérer le peuple congolais à l'UDPS. Et c'est que Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, notre autorité de référence, n'a pas non plus fait. Mais ceux qui sont en train de dépenser leurs moyens, croyant qu'ils vont faire tomber l'UDPS, l'UDPS existe, existera, et d'une bonne manière, différemment d'autres partis où on a dépensé de l'argent pour que nous puissions avoir quelque chose. Comment s'appelle le secrétaire général de l'UDPS actuellement? Le secrétaire général de l'UDPS actuellement, vous connaissez, c'est Augustin Kabouya Tshilomba, qui fait office du président intérimaire. Mais comment vous expliquez que dans l'une des réunions de l'Union sacrée, on a vu Deo Bizibou signer pour le compte de l'UDPS à l'absence d'Augustin Kabouya? Je voudrais vous dire ici assez clairement que l'homme que vous avez vu faire signer cette histoire frauduleusement, je dis bien frauduleusement, sans peur d'être contredit, c'est un nouveau venu. Nous acceptons qu'il est à l'UDPS, mais il vient de l'UNC. Et vous savez que le combat que l'UNC est en train de mener contre l'UDPS en termes de leadership, il ne devait que soutenir les gens pour que à l'UDPS, qu'il n'y ait pas stabilité, et que ça ne puisse pas bien marcher, afin que les intrus et ceux qui vont contre l'UDPS puissent se retrouver. Mais les réunions de l'Union sacrée ont été convoquées par le chef de l'État. Ça fait plus de 3 mois. Dans l'espace de 10 jours, le secrétaire général Augustin Kabouya s'est présenté et c'est lui qui a engagé tout le monde et qui a même le rôle, qui a eu le rôle de mener la réunion de l'Union sacrée pour faire le nouveau règlement et puis arriver à faire le congrès de l'Union sacrée qui va venir d'ici la fin du mois. Donc vous confirmez qu'après 2028, l'UDPS restera indivisible et en fonction en République démocratique du Congo comme parti politique? Je sais que nous avons tiré les conséquences de ce que nous avons eu. Je voudrais vous dire que l'UDPS est parti aux élections en 2011 avec 42 députés non nationaux. Et puis, quand nous sommes allés en 2023, il y en avait 32, 10 de moins. Et même au niveau provincial, il y a des choses. Nous avons tiré des leçons de faiblesse parce que nous ne nous disons pas parfaits. Je ne dis pas, même pas notre autorité de référence, il n'est pas parfait. Parce que s'il était tout parfait, il n'allait pas léguer ce pays à l'Éternel Dieu des armées afin qu'il le conduise. Même notre secrétaire général n'est pas parfait. S'il l'était, il n'aurait pas fait appel, il n'aurait pas lancé l'appel à l'union afin que tout le monde revienne à la permanence et au parti, afin que nous puissions prendre un nouveau élan. Donc, je me dis, nous avons tiré de conséquences et de ce que nous avons vu. Et je crois que parler de 2028,
c'est dans 3 ans et demi. C'est dans 3 ans et demi, on aura toujours à faire afin de remettre ce parti sur le rail, que nous puissions avancer et faire des grands scores, afin que les gens sachent que l'UDPS, c'est un parti de masse où on adhère librement et où on peut aussi ressortir librement et il n'y aura pas de problème. Comment vous évaluez la gestion de ce parti, votre parti UDPS, par Augustin Kabouya Chulumba comme secrétaire général et président intérimaire du parti, avant, pendant et après les élections de 2023? Le parti a été géré d'une certaine manière. Rappelez-vous qu'en 2011, il y a eu ceux qui étaient au pouvoir, il y a eu le PPRD, mais vous savez qu'il y a eu les PPPP, il y a eu les AAAA, et les gens ont fait une certaine politique afin d'engranger la majorité. À l'UDPS aussi, nous avons eu à faire quelque chose dans ce sens-là. Mais je te dis ce mot, retenez-le bien, parce que vous voulez parler de mon parti. À l'opposition, maintenant au pouvoir, tout ce qu'il fait, c'est la mauvaise foi et la haine. La mauvaise foi et la haine. Il est là, pourquoi? Je devrais y être avant lui, ou bien je devrais être telle ou telle autre place, même sans savoir les qualités d'y être, parce que notre patriarche, celui qui nous a enseigné, misait beaucoup sur la méritocratie. Étienne Tshisekedi Wamulumba, il le disait à tout moment. Mais aujourd'hui, même sans avoir les capacités possibles pour tenir un secteur quelconque, les gens sont dans la haine. Ils voudraient faire comme les autres, dire non. Vous avez vu les jouisseurs, par exemple, qui ont traité l'UDPS d'avoir des jouisseurs à l'intérieur, mais ce sont eux qui sont passés par ici avec des bottes. Les autres avec des sacs que nous avons assistés aujourd'hui, qui vivent dans l'opulence à Kinshasa, mais qui ont voulu traiter le chef de l'État et les autres des jouisseurs. Et comprenez qu'à ce moment-là, cette volonté-là d'engranger des choses pour son bien personnel, de sa propre famille et tout ça, a créé la grande haine et la jalousie qui fait retarder le parti. Mais nous savons comment est-ce que nous allons faire pour relever ce parti et donner à chacun du travail. Parce que, comme disent les Anglais, nous travaillons et nous étudions, nous allons de l'avant. Nous parlons du gouvernement Soubinodé. Les Congolais de tous les 4 coins ont attendu de tous les vœux, selon les promesses faites par le chef de l'État, la publication d'une équipe gouvernementale qui n'aurait pas qui ne répondrait pas, qui n'aurait pas la caractéristique d'un gouvernement budgétivore. Mais curieusement, on se retrouve devant un gouvernement Souminoadé de 53 membres, alors qu'on en avait 54, et où presque tout le monde est reconduit et quelques-uns permittés dans leur portefeuille. Est-ce une déception de Félix Tshisekedi au peuple congolais? Je me suis dit que personne ne dise. D'abord, affirmer un gouvernement budgétivore, c'est dire qu'un pays n'existe pas. Il n'y a pas de gouvernement budgétivore à ce niveau-là. Aujourd'hui, si nous devons prendre la République démocratique du Congo avec sa superficie, avec sa population allant au-delà de 120 millions d'habitants, comparativement par exemple au Bénin, qui peut rentrer dans le Congo 8 à 10 fois, ou bien la Côte d'Ivoire, qui se retrouve avec 35-40 ministres. Le Congo pouvait en avoir 200. Mais le problème, c'est l'orthodoxie. Et des deux, les gens doivent savoir mettre la différence entre les deux. Il y a un budget de fonctionnement et puis il y a un budget d'investissement qui est un budget de grands travaux. Est-ce que, prenant tout globalement, même tel que les gens veulent les prendre, quand on a par exemple une dotation d'1 milliard de francs congolais,
à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce n'est pas l'argent distribué aux députés. Et par exemple, un ministre au gouvernement, les gens doivent savoir qu'un ministre a par exemple ses émoluments de 10 000 $, par exemple. Et de deux, le problème qu'il y a là-bas, c'est parce que les gens voient cette course vers la ruée vers l'or. Un ministère a un budget de fonctionnement. À part la dotation du ministre, on donne par exemple une dotation de 100 000 $ pour faire fonctionner le ministère. C'est acheter du papier, les moyens de transport, des fois ce qu'on appelle le matériel roulant, et tout ça, tout ce qu'il faut pour avoir, qu'on devrait avoir. Ce n'est pas colossal. Mais ce que nous condamnons, c'est qu'un ministre puisse venir aujourd'hui au gouvernement et se dire que 6 mois après, il va acheter une maison de 2 millions. La mauvaise gouvernance, ça nous condamnons totalement. Il a tiré cela d'où? C'est ça la question. Nous avons l'inspection générale des finances, nous avons la Cour des comptes, nous avons même les parlements qui devraient suivre tout cela. Donc, ce sont des choses qui devraient se faire d'une certaine manière. Et puis de deux, par rapport à la taille. Je dis, quand vous allez dans notre Constitution, l'article 90 de la Constitution, il vous dit que ce gouvernement doit avoir une certaine représentativité. Un gouvernement qui doit avoir une certaine représentativité. Je me pose alors moi-même la question. Par rapport à nos 450 tribus, par rapport, par exemple, à nos 145 territoires, par rapport, par exemple, à nos 26 provinces, ou qu'est-ce qu'on devait avoir en somme. Mais combinant tout cela, afin que dans la diversité, dans l'acceptation que les Congolais ont envers les autres, un gouvernement, même de 100 personnes, n'est pas un gouvernement colossal. Ça, c'est notre point de vue. Si quelqu'un pouvait prendre ce qui lui est dit et travailler et rendre le service qu'il devait rendre à sa propre population. Et je dis, Antoine Félix connaissant cela, ça c'est sur le plan juridique, connaissant cela, il ne pouvait pas aller moins parce que nous avons eu un gouvernement de 54 membres, plus le Premier ministre, ça devait faire 55 ou 56. Aujourd'hui, c'est 53 plus le Premier ministre. Donc, il faut toujours compter. C'est aussi un ministre. C'est aussi un ministre. Donc, ça fait 54 ministères. Cela ne pose pas de problème. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Maintenant, sur le plan sécuritaire, social et sécuritaire. Aujourd'hui, maintenant, les ministres, pour la plupart, dans son gouvernement, nous sommes aujourd'hui un pays totalement infiltré sur le plan sécuritaire, où même ceux qui étaient dans la maison militaire du chef de l'État ont trahi, ont fait de ceci et de cela. Il fallait que le chef de l'État garde les gens qu'il connaît pour l'accompagner dans ce combat diplomatique qu'il est en train de mener, afin que Doha et puis États-Unis puissent réussir et que notre peuple puisse ressortir la tête haute et gagnant, qu'on lui reconnaisse quelque chose. Aujourd'hui, élargissons ce gouvernement que moi j'appelle un gouvernement d'ouverture, pas d'union nationale. Parce qu'il y a toujours une nuance, un gouvernement d'ouverture, on ne devait pas prendre même les gens de la FCM 23, les mettre dedans, afin qu'ils viennent combattre l'action que nous sommes en train de mener, qu'on n'a pas pu mener depuis 3 décennies. 30 ans déjà passés que cette guerre de mer. Donc, il y a eu des données, il y a des choses que les gens devraient suivre. Et je vous dis aujourd'hui que dans tout cela, que les gens puissent se calmer. Antoine Félix n'a pas déçu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, de deux, dans mon parti, ce que vous avez appelé conflit, l'a fait rater beaucoup de choses. Mais toutefois, dans ce gouvernement,
l'UDPS qui a fait 70 députés, 75 députés, a eu ces 7 ministères, sans problème. Mais aujourd'hui, les gens qui sont en train de se tirailler, de s'insulter, de se mettre sur la place publique, parce que même si vous êtes vous chez vous, à la maison, et que papa et maman sont en train de se battre chaque matin, c'est dénudant. Donc, en levant les habits des uns, de l'un et de l'autre, pour montrer la nudité aux enfants, je crois que même les voisins ne vont pas vous respecter. Antoine Félix a bien fait, je lui dis félicitations, mais je dis attention aux ministres qui sont là, quels qu'ils soient, de l'UDPS ou d'autre part, s'ils élèvent la main et sortent de la lignée tracée par Antoine Félix pour le résultat qu'on devrait donner à la population congolaise, nous ne manquerons pas de les dénoncer et d'aller contre eux. Voilà, parlons maintenant du procès Moutamba, ce procès historique que vous avez suivi comme nous du début jusqu'à l'étape où il se trouve pour le moment. Le président de la République a décrié plusieurs fois, qualifiant la justice congolaise de malade, de très malade. Et le premier médecin qu'il a trouvé à son deuxième mandat s'appelait Constant Moutamba, qu'il a placé à la tête du ministère de la Justice. Constant Moutamba qui a réussi à faire condamner Joseph Kabila, à faire condamner Koné Nanga. Constant Moutamba qui a réussi à administrer un diagnostic de choc sur la justice congolaise qualifiée de malade par le chef de l'État. Aujourd'hui, ça s'annonce qu'il va être condamné. Honorable Bovomboui, quelle lecture vous faites? Constant Moutamba dit qu'il est trahi. Selon vous, qu'il a trahi? Et pourquoi le chef de l'État reste calme jusqu'à cette étape où il va le laisser être condamné pour les faire sortir de la prison avec honneur, comme c'était le cas avec Vital Kamerhe? Je sais, il y a un problème. À ce moment, le chef de l'État ne devrait pas intervenir. Vous connaissez que selon notre loi, c'est lui le magistrat suprême. Si la justice est dite au nom du peuple congolais et que les sentences exécutées au nom du chef de l'État, attendons voir. Parce que Constant Moutamba, notre fils que nous aimons bien, parce que nous nous disons personne n'est parfait, lui-même l'a dit. Il a dit qu'il pouvait avoir sur le plan administratif quelques erreurs commises parce que personne aujourd'hui ne peut se dire qu'il a été dans une université où on sort les ministres de la justice, où on sort par exemple un chef de l'État ou un gouverneur ou n'importe quoi que ce soit. Il peut y avoir des problèmes, des faiblesses par-ci par-là, mais nous nous disons que victime, oui, du système, il a été trahi par le système. Suivez que le jour qu'on a interpellé Constant Moutamba au Parlement pour chercher qu'il entende, il y avait déjà un plaidoirie sans jugement venant du procureur. Les gens le connaissent. Et des deux, les micros restaient ouverts. Vous avez suivi ce que M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée, a dit qu'on doit les livrer. C'est passé sur les micros, ça existe. Et alors, à ce moment-là, vous savez qu'il y a des gens qui combattent ce pouvoir. Il y a des gens qui combattent ce pouvoir. Clairement, Moutamba a fait son travail. Le peuple congolais lui sera reconnaissant. Aujourd'hui, n'étant pas ministre, mais c'est un élu de Lubao. C'est un député national qui ne va pas être jeté en pâture en tant que tel. Il a fait ouvrir le dossier Joseph Kabila, il a fait condamner Nanga, Matata mêmement, et il devait continuer. Et tous ces gens qui sont dans ce système se sont dit, si ce jeune homme continue, il va tous nous mettre hors d'état de nuire. Mais comme ils tiennent à rester, qu'ils tiennent encore. Mais je leur dis, c'est pour bientôt. Le combat de Moutamba, c'est le combat du peuple congolais. Ils seront mis hors d'état de nuire, qu'ils le veuillent ou non. Bientôt là, les pourparlers de Doha vont s'ouvrir entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il y a un grand problème. Sur ce plan diplomatique, le Congo démocratique, qui ne devait pas aller en guerre, vous devez le savoir, que le petit Rwanda, avec ses 30 000 hommes de l'armée,
avec ses potentialités économiques, ne peut pas tenir tête à la République démocratique du Congo. Mais c'est la communauté internationale et même les États-Unis en tête qui étaient derrière le Rwanda. Et aujourd'hui, que le discours a changé, qu'aujourd'hui, Donald Trump ne peut pas faire une semaine sans citer la République démocratique du Congo, nous nous disons que cela va se terminer. Parce que, allez-y, il y a eu au mois de février la résolution des Nations Unies. 193 pays votaient à l'unanimité pour dire que le Congo est agressé et l'agresseur c'est le Rwanda. Il y a eu l'accord qui a été signé le 27 juin. Les accords, ça veut dire entre en vigueur à la date de la signature, différemment des traités qui doivent être confiés au Parlement pour que les gens attendent la lecture afin d'adopter. Et aujourd'hui, la déclaration de Doha, c'est ce que vous avez cité, ce sont des déclarations d'intention. Et quand vous voyez ces déclarations, on a commencé, vu la résolution des Nations Unies 2773, vu l'accord de Washington, là où Donald Trump avait tout arrêté et avait appelé les deux ministres dans la maison, dans le bureau ovale, pour surveiller. Nous déclarons ceci, nous faisons ceci, nous faisons cela. Les déclarations d'intention de Doha ne peuvent pas annuler ni la résolution, ni l'accord qui est déjà mis en exergue. Mais aujourd'hui, les gens qui sont devenus apatrides, Katumbi, Kabila et les autres qui les soutiennent, cherchent par où rentrer, avoir un patrie. Donc, par où rentrer dans un pays quelconque. Mais s'ils ne s'arrangent pas derrière notre constitution, parce que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. Ils ont acquis quelque chose. S'ils ne viennent pas derrière la constitution et se conformer selon nos lois, ils auront mal à faire. Parce que le Congo, avec ses 450 tribus, est resté soudé, différemment du Rwanda, qui n'en a que 3. Les Hutus, les Tutsis et les Tois. Donc, qui ne vivent pas en harmonie. Le Congo, croyant que nous sommes, nous nous disons, bien qu'on prenait les habits de Paul et qu'on allait mettre sur les malades guérissés, et que le problème était résolu par rapport aux lettres qu'on lui écrivait. Mais quand les sœurs a adressé à l'Éternel, l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit. Il avait une écharpe, il avait son mal. C'est ce que nous avons, nous, Congolais. Ça prendra le temps que ça peut prendre, mais la victoire nous est déjà donnée par l'Éternel Dieu des armées et les Congolais qui ne jurent qu'être ensemble. Ce pays ne sera jamais balkanisé et il ne vivra pas sous l'emprise du Rwanda ou bien d'autres forces obscures. L'avant-dernière préoccupation nous ramène à l'UDPS Fédération de Mbujimaï, où nous vivons des spectacles presque chaque semaine, des contradictions en contradictions. Tantôt, c'est le présidium du comité fédéral qui est désavoué par les secrétaires fédéraux pour détournement et mégestion. Tantôt, ce sont les présidents sectionnaires qui désavouent, enfin, qui rejettent la décision des sectionnaires, des secrétaires fédéraux pour se rallier derrière le présidium du comité fédéral. Est-ce que l'UDPS Mbujimaï a un problème de compétences, un problème d'incompréhension, un problème d'immaturité politique, ou c'est quelle difficulté pour que l'on puisse assister à ce genre de spectacle? Je voudrais enlever seulement immaturité politique, pas tellement. Parce que les gens sont restés 37 ans à apprendre. Quand quelqu'un va étudier et qu'il embrasse une faculté quelconque à l'université, c'est 5 ans pour qu'il devienne licencié. Et aujourd'hui, avec le système LMD, c'est pratiquement 3 ans. Ça peut facilement aller. Je t'ai dit tout à l'heure là, au cours de cette émission, je t'ai dit, retenez, haine
et mauvaise foi. À l'UDPS Mbujimaï. Les gens sont en train de... Donc, les textes n'ont pas de problème. Nous avons de beaux textes qui peuvent être corrigés parce que ces textes-là sont mis en place par les hommes. Et aujourd'hui, qui peut désavouer un comité fédéral? On vous dit que c'est un secrétaire général. Et un secrétaire général qui n'est jamais élu, un secrétaire général est nommé par le président. Et aujourd'hui, on ne peut pas traiter les sectionnaires comme de va-nu-pieds. Ceux qui gardent la popularité et ce parti de masse, ce sont les sectionnaires et les cellulaires. Dans la ville et dans nos territoires, il y a même des sous-cellulaires. Donc, aller en guerre contre des gens qui sont en train de travailler bénévolement et qui se donnent corps et âme pour le maintien de ce parti, c'est ne pas savoir ce qu'on est en train de faire. Je vous dis que vous parlez au Kasaï oriental. Au Kasaï oriental, la fédération du Kasaï oriental, de la ville de Mbujimaï, est là, elle fonctionne. Quelques dirigeants ont été appelés. Vous savez que celui qui en était président est gouverneur et qu'il est mis en accusation, il est encore en déplacement. Il y a un président intérimaire qui est en train de travailler, qui a été appelé à Kinshasa. Et celui qui peut dire un mot sur tout et tout, c'est le secrétaire général. Attendons voir ce qu'il va dire. Parce qu'une organisation doit avoir des textes sur lesquels il est en train de se baser pour sa crédibilité. Nous nous attendons, nous ne disons rien. Honorable Baron Bouyi, nous terminons avec la gestion de la province du Kasaï oriental. Une province où les agents du gouvernorat sont impayés, ça fait presque 8 mois. Une province où les agents et travailleurs de la DGRCOR, Régie financière provinciale, sont impayés, ça fait pratiquement 9-10 mois. Une province où les ministres provinciaux impayés, apparemment ils ne touchent même pas aux frais de fonctionnement. Une province où presque tout est à refaire. Est-ce que la province est bien gérée par l'UDPS qui est au pouvoir? Parce que le gouverneur, mis en accusation, est de l'UDPS, son intérimaire étant aussi de l'UDPS. On ne sait pas comprendre comment la province ne doit pas être bien gérée à l'instar de la vision du président de la République. Votre lecture? Je pense qu'on devrait avoir cette vision normale pour se dire que quand on vient au pouvoir, il y a le passif dont on hérite et il y a l'actif. Peut-être que je pouvais conseiller personnellement que dans cette lignée-là, dans cette vision-là, que s'il y a moyen de rémunérer la rémunération, les salaires, comme un salaire est purement alimentaire, aller payer un mois actuel et un mois qui est dans les arriérés, tout cela pouvait s'arranger. Mais le grand problème est que vous puissiez savoir que ceux qui viennent sont en train de se battre. Et quand on a une dette, quand on n'est pas rémunéré, les gens crient haut et fort. Mais quand on a même 1 ou 2 mois, les gens ne disent rien. C'est vous dire que il y a quelques jours, les gens ont touché quand même 2 mois. Et ils ne pouvaient pas vous le dire. Nous ne vous l'avons pas dit. Donc, battons-nous. Nous nous disons en termes de faiblesse. Je voudrais utiliser ce terme-là que je tire d'un de mes grands. Au lieu de dire faute, il faut dire faiblesse. Il y a des faiblesses inhérentes à la gestion que nous avons héritée. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est en train de revoir comment est-ce qu'on pourra bien rémunérer même les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires de l'État. On était en train d'abord de faire quelque chose sur nos services de sécurité parce que cette guerre nous imposait, que nous-mêmes nous n'avons pas déclaré, donc qu'on nous a imposé par le Rwanda, qui doit être nommé de telle sorte. On avait à l'Est, par exemple, on vous dit nous avons 22 000 hommes, pendant qu'on en a 7 000. Et aujourd'hui, il faut revoir toutes ces choses-là, les mettre en place, afin que demain ou le lendemain, qu'on puisse arriver
à rémunérer bien ceux qui nous sécurisent et puis aller vers les fonctionnaires de l'État et autre chose. Ça doit prendre du temps. On ne peut pas prendre ce qui n'a pas été fait pendant. Aujourd'hui, nous venons de fêter le 65e anniversaire de notre indépendance. Demander qu'Antoine Félix, même si nous ne pardonnons pas Covid, si nous ne pardonnons pas FCK et tout ça, demander qu'Antoine Félix termine le tout dans l'espace de 6 ans de pouvoir. C'est seulement la mauvaise foi et la jalousie. Que les gens patientent, nous y travaillons, ça va aller de mieux en mieux. Après les élections de 2023, nous allons dire que la province du Kasaï-Oriental est bien gérée ou mal gérée à ce jour. Bien géré, il faut les indicateurs objectifs vérifiables. J'ai suivi quelqu'un du pouvoir, ou bien qui s'est dit opposant aujourd'hui, qui dit non, on a échoué sur toute la ligne. Quand on lui pose la question de savoir, on a mal géré, on a échoué sur toute la ligne, sur quel domaine? Il dit non, c'est généralement. Non. Dites-moi que le dollar était à autant, il s'est dévalué totalement, il a fait 3000% par exemple. Dites-moi par exemple qu'avec son salaire, on pouvait acquérir 5 boîtes de lait et aujourd'hui qu'on ne peut pas en acquérir, on peut en acquérir seulement 2. Mais les gens disent, bon, quel indicateur? Ben, dites-moi un domaine quelconque, je vous répondrai. Parce que j'ai demandé même une longue émission qui peut même prendre 2 ou 3 heures du temps, afin que les gens me disent dans tel ou tel autre domaine que moi, que je défende Fatou Béton, que je leur dise que ça va de soi. Vous allez me dire la province. Mais en termes d'échelonnement, quand on dit souvent que l'échec est orphelin et la réussite est collective. Et c'est ce que les gens aiment. Les gens aimeraient aujourd'hui que je dise non, le gouverneur qui était là, il a échoué, il a pris telle chose, il a fait ceci, c'est lui qui est resté et sur cette même lancée pour faire telle mauvaise chose. Non, ils ont été élus sur un ticket, c'est une seule personne en termes d'élection. Et cette action-là continue. On jugera sur les indicateurs objectifs vérifiables, tels que je vous ai dit aujourd'hui. Et comme Antoine Félix est en train de tout amener au devant, nous sommes sur cette lancée-là. Attendons éventuellement 2028, mais pour moi, je vous dis 2040. Honorable Bafo Mouimoukuna, merci. Merci.